Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, pour Sauvons l'Europe, on reçoit deux invités. Stefan Seidendorf, qui est directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, qui est un partenaire de longue date d'ailleurs de Sauvons l'Europe. On a fait beaucoup de choses ensemble par le passé. C'est un institut qui a été fondé au moment de la libération de l'Allemagne pour créer les conditions d'un rapprochement de la France et de l'Allemagne avant même la construction du reste de l'Europe. Donc on est vraiment dans le rapprochement de la paix originelle franco-allemand. Sébastien Poupon, que ceux qui suivent Sauvons l'Europe connaissent bien, puisqu'on fait régulièrement des points sur les élections en Europe, sur ce qui se passe, comment est-ce que ça bouge électoralement et ce que ça veut dire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Allemagne, ça a bougé. Il y a eu un changement de majorité, même si on est dans une coalition rouge-noire. Il y a eu un effondrement des socialistes qui étaient au pouvoir, un nouveau chancelier, ça fait quand même un certain nombre de choses dont on doit discuter. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est tout simplement sur le résultat des élections. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui se dessinait ou est-ce qu'on a des surprises déjà sur le panorama global? Et là, vous vous regardez pour savoir lequel démarre. Vous voulez que je tire au sort? Je t'en prie. Eh ben vas-y Sébastien, t'as parlé le premier. Bon, une surprise, non, pas vraiment. En fait, la CDU était annoncée gagnante depuis quand même plusieurs mois. L'ampleur de l'effondrement du SPD, c'était peut-être un peu l'inconnu. On pouvait imaginer au départ que peut-être le SPD allait sauver sa seconde place, et puis il est apparu quand même au fil du temps que le SPD était promis à la troisième place derrière l'AfD. Je dirais que peut-être que la seule vraie surprise par rapport au sondage, c'est Yannick en fait, qui est annoncé plutôt à 5-6% et qui termine autour pratiquement à 9%. Parce que bon, ils ont concentré leur campagne sur les sujets économiques, sur des sujets comme le logement. Ils ont su un peu contrer l'autre gauche radicale qui, elle, était plutôt sur les questions d'immigration. Et les Linke donc, ont réussi à avoir un vote jeune. Ils sont les premiers parmi les jeunes. Ils ont eu un vote plus féminin. Donc peut-être que ça, c'était pas vraiment attendu. Ils ont bien réussi à Berlin, notamment dans la partie est de la ville, même sur Hambourg et sur Brême. Donc petite surprise sur l'ampleur du score des Linke, même si ça reste une surprise modérée, puisqu'on est à 3 points au-dessus des sondages. Sinon, le FDP qui sort, c'était prévu aussi. L'effondrement du FDP était attendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont essayé de jouer un peu leur petit tour de passe-passe en rompant la coalition. Il a paru que c'était prémédité. Ensuite, Hmm. ça leur a pas vraiment servi, puisque en Allemagne, on n'aime pas trop ceux qui rompent les coalitions et qui provoquent des élections anticipées en règle générale. Donc, sinon, non, il n'y a pas de surprise vraiment majeure, je dirais. D'accord. Du coup, c'est un tour de passe-passe où ils se sont fait disparaître eux-mêmes. Voilà. Je fais juste un tout petit point de traduction pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas tous les partis allemands. L'AfD, c'est l'extrême droite allemande, et c'est une extrême droite qui, je dirais, assume d'être d'extrême droite, ce qui n'est pas forcément le cas de la nôtre. Die Linke, c'est un parti de gauche radicale qui ressemble à ce qu'on a, grosso modo. Et puis l'autre parti qui s'appelle flûte, c'est W. Enfin bref, l'autre parti, Vraiment voilà, comme c'est ça. ça. Enfin, ouais, L'autre parti d'extrême gauche, quand on parlait de son positionnement sur l'immigration, pour être clair, ce n'est pas pro-immigration. Voilà. Il y a des points de convergence avec Bruno Retailleau. Euh, du coup, toi, Stéphane, qui est quand même aux premières loges pour observer
ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière globale, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Sébastien, sauf si tu penses que Sébastien en fait dit les choses de manière globale. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu notables pour toi à voir là-dedans? Sébastien l'a déjà très bien dit, il n'y avait pas de très grande surprise, mais c'est quand même un résultat assez particulier. Si on regarde l'histoire électorale de l'Allemagne après la guerre, on est en pleine transformation du système. Et ça ressemble, maintenant l'Allemagne rattrape en quelque sorte ce qu'on a pu voir en Italie, en France aussi, l'explosion littéralement de ce système de partis hérité d'après-guerre, structuré autour de grands pôles, de centre-gauche, de centre-droite. Là, le SPD, c'est quand même vu de France, les socialistes, ils ne trouveraient pas ça si dramatique peut-être, mais l'SPD, c'est le plus vieux parti démocratique de l'Europe, hein, qui existe toujours aujourd'hui. C'est le pilier de cette première république allemande, déjà la deuxième aussi, c'est le parti de Willy Brandt et de Helmut Schmidt, et, qui avait ses bases, notamment dans la Ruhr, dans la Rhénanie, qui étaient des forteresses. Et là, partout, ils ont perdu les circonscriptions massivement, donc assez étonnant, et on ne sait pas trop comment ce parti va maintenant, en restant au gouvernement, pouvoir se réinventer et dynamiser. Le score assez haut, attendu, mais quand même assez haut, et pour l'Allemagne aussi assez étonnant pour l'extrême droite. L'Allemagne n'avait pas eu cette tradition comme en France depuis les années 80 avec les scores du Front National de Papy Le Pen et puis maintenant du reste de la famille assez élevé. C'était totalement nouveau ça. Le fait que ce soit le deuxième parti, le plus grand parti d'opposition, on est en train de découvrir ce que ça veut dire. Et comme c'est un système parlementaire, il n'y a pas de président qui, au pire, peut tirer le carton rouge et faire une dissolution. On se rend compte que tout ce système, ça nécessite quand même une confiance de fond, même si on n'est pas ensemble au gouvernement, pour fonctionner. Donc les présidents de commission, on n'arrive pas à les élire. L'AFD aurait droit à au moins 6, moins 7, et ils proposent donc, leur personnel, les autres ils ne votent pas pour, donc il n'y a pas de majorité, donc il n'y a pas de président de commission. Est-ce que ça peut fonctionner sans commission, un système parlementaire, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on est en train de découvrir. Ça a l'air assez stable comme ça, ce qu'on appelait dans le passé la grande coalition, grande puisque c'est de centre-gauche, centre-droite, mais en fait maintenant c'est une toute petite coalition, une toute petite majorité, on revient tout à l'heure, et à quelques voix près, on a frôlé à quelque chose de bien, bien plus compliqué. Donc il y a cette barre de 5%, il faut avoir 5% des voix proportionnelles pour pouvoir rentrer, être représenté au Parlement. Et donc le deuxième parti d'extrême gauche, le PSW, de Sarah Wagenknecht, cette scission de Die Linke qui est pro-Poutine, anti-immigration, assez populiste dans le reste des éléments, ils ont loupé l'entrée au Parlement à quelques milliers de voix. Il y a des recours qui sont encore en train. Je ne vois pas où ils pourraient les trouver, puisque, mais à quelques milliers de voix, s'ils avaient été représentés, ça aurait complètement changé les proportions et les rapports de force, et on n'aurait pas pu avoir une coalition avec deux partis. Il aurait fallu un troisième parti, et alors là, on aurait laissé champ libre à l'extrême droite pour l'opposition. Je ne sais pas comment ça aurait pu fonctionner. Et donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent que ce qui compte, c'est le résultat maintenant, le nouveau gouvernement et tout ça. Mais cela cache une instabilité croissante et qui va revenir pendant la mandature. Ouais. Cette instabilité, est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, national, ou bien est-ce que quand on regarde la carte, parce qu'ils ont un système qui est quand même beaucoup plus fédéral que le nôtre, et donc une vie politique dont on peut s'attendre à ce qu'elle soit distribuée un petit peu autrement, peut-être. Oui, on avait déjà parlé de la
cadre qui semble assez révélateur, puisque toutes les circonscriptions, pratiquement à l'est de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, ont été remportées par l'extrême droite ou par l'extrême gauche. Est-ce que tu peux l'afficher du coup? Ah, attends, oui, Hop. on va l'afficher. Là, vous voyez la carte? Ouais. En très grand, par contre. Voilà, c'est zoomé, mais ça va. Voilà. Là, ça marche? Là, ça marche. Et vous voyez Masovie, donc vous voyez Ouais, là c'est ça. l'ancienne Allemagne de l'Est qui est tout bleu. À part Berlin. À part Berlin et un peu là en bas à Leipzig, où on n'a pas les partis traditionnels, mais aussi l'extrême gauche. Berlin, on voit ici, on s'est vraiment mélangé, on a le centre un peu bobo, on dirait en France, qui est vert. On a l'ancien ouest qui est conservateur, avec un petit faiblement par rapport au voix social-démocrate, et puis à l'est, aussi l'extrême droite, et puis l'extrême gauche. Donc tout ça ne transmet pas une image de stabilité rassurante. Effectivement, parce que là pour le coup on a quand même un pavé bleu, c'est-à-dire d'extrême droite, dans lequel il y a une vraie percée de l'extrême droite qui s'est fait sur à peu près toute l'Allemagne de l'Est. Il faut peut-être, Sébastien va m'aider à expliquer ça aux Français. Oui, parce que pourquoi le CDU il n'est pas plus fort, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de noirs, alors que le CDU aussi il reste cantonné à 200, un peu plus je crois. Les joies de la proportionnelle. De voix, c'est puisqu'on mélange l'Allemagne, donc tous ceux qui sont élus dans les circonscriptions, c'est la moitié des sièges, et l'autre moitié des sièges est attribuée par une proportionnelle au niveau régional, donc de chaque région, et ça permet en principe d'égaliser ou de combiner les avantages de la majoritaire, du vote majoritaire où on peut aller dans les circonscriptions et avoir un lien direct avec une candidate ou un candidat qu'on connaît bien et qui peut élaborer sa circonscription, et on n'a pas l'effet que ça favorise que les très grands. On peut aussi représenter toute la gamme politique grâce à la proportionnelle, on ne les exclut pas, et donc on a quand même 5 partis qui sont représentés au Parlement, même si on voit qu'avec le vote à la majorité dans les circonscriptions, ils sont principalement 2, avec un peu de rouge, 3, qui devraient être représentés. Oui, enfin. Oui, c'est ça. 5 partis, parce qu'il y a un parti localiste qui a un député, quoi. Oui, on a une représentation pour les minorités. C'est un peu différent de la France aussi. On a reconnu qu'il y a une minorité, donc le Schleswig, c'est la région frontalière avec le Danemark, où il y a une minorité qui parle un allemand très du nord ou du sud du Danemark, danois du sud. Et donc on leur accorde toujours cette possibilité d'avoir au moins un représentant qui ne passe pas par le barème de 5%. D'accord. Surtout que comme on a discuté tout à l'heure, Stéphane, la représentativité est plus que jamais basée sur la proportionnelle avec la réforme électorale, étant donné qu'on n'a plus ce système qui permet de conserver une circonscription qui a été remportée si on dépasse le seuil auquel on a droit à la proportionnelle. Donc même si on vote, on a quand même une représentation au Bundestag, justement, sur les rapports de force, qui est basé quasi exclusivement maintenant sur la proportionnelle. On a, pour faire simple, bon, c'est pour les spécialistes, mais on va quand même le dire, Sébastien, on a renforcé l'élément proportionnel. C'était déjà, à la base, un système proportionnel complété par l'élément majoritaire. Et là, on a renforcé la proportionnelle, et vous voyez les quelques circonscriptions en gris clair, là, ça, là, qui n'ont pas réussi à avoir leur député, puisque son score à la proportionnelle était trop faible. D'accord. Et donc, là, on se rend quand même compte que ça tourne à l'absurde et on va certainement devoir
réformer le code électoral. Rien de plus simple avec ce Parlement où l'extrême droite est la plus grande opposition et qui n'a pas envie qu'on change quoi que ce soit. On a du mal à expliquer aux Français, mais il faut pourtant le dire, qu'il y a un certain nombre de députés qui siègent au Bundestag qui en fait ont été battus dans leur circonscription, alors que des circonscriptions ne siégeront pas au Bundestag. Donc on est quand même sur une situation assez cocasse. Donc, on dit parfois que les Allemands n'ont pas la créativité des Latins, mais ils peuvent. Sur l'AfD, puisque la carte, elle dit beaucoup de choses, mais elle ne dit pas tout non plus. Effectivement, l'AfD arrive en tête dans tous les landes, partout dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans tous les Länder, mais elle a aussi gagné, elle a aussi fait une certaine percée à l'Ouest. Et ça, effectivement, on ne le voit pas à travers la carte, puisqu'elle reste derrière elle, dans la plupart des circos et des Länder de l'Ouest, mais on a un gain réel aussi à l'Ouest, même si ça ne leur permet pas de remporter des circonscriptions. Et voilà, Sébastien, il a tout à fait raison, et c'est pour ça que je n'aime pas vraiment cette carte-là, puisqu'on a l'impression que l'extrême droite elle est que à l'Est, elle est plus forte à l'Est, mais elle a percé à l'Ouest aussi, et il y a quelques circonscriptions. C'est assez comparable à la France, là, dans la Ruhr, qui est des bastions ouvriers, qui votent extrême droite maintenant, où ils sont fondés pour une centaine de voix, de remporter la circonscription. Donc, assez intéressant, et puis c'est plus du tout un phénomène quand on est à l'Est, donc on va la couper, la si vous permettez là. Voilà, puis comme ça, et puis on se verra mieux. Ouais. Pour le coup, il me semble que l'AfD arrive en tête sur le deuxième vote à Gelsenkirchen, qui est quand même vraiment une circonscription de la Ruhr ouvrière et qui est très représentative quand même de la percée de l'AfD sur ce segment de population, même à l'ouest. Ouais, c'est comme si la Seine-Saint-Denis devenait extrême droite. Quelque chose comme ça. Ouais. Effectivement, c'est parlant. Du coup, on se retrouve avec un Parlement qui n'est pas d'une stabilité folle. La seule solution, si je puis dire, un peu numérique, on partait de toute façon sur ce que les Allemands appellent une grosse coalition, c'est-à-dire en français une grande coalition. Comme tu le disais, Stéphane, plus si grande que ça. Ils ont sorti un accord qui est de l'ordre de la centaine de pages, un accord de programmation. Ça aussi pour nous c'est des choses un petit peu exotiques d'avoir des accords de coalition d'une centaine de pages avec des sujets qui sont quand même assez fouillés, et du coup contrairement à ce qui se fait chez nous, l'accord de gouvernement n'est pas quelque chose qui est négocié au moment de l'élection en un jour et demi. C'est quelque chose qui prend un peu plus de temps. Je dirais presque même que j'ai l'impression que celui-là était assez rapide à sortir, mais c'est peut-être une impression personnelle. On est sur des durées de quoi pour sortir ce genre de monstre d'habitude? Ça dépend de la configuration. La dernière fois il y avait 3 parties, donc c'était encore compliqué. Là honnêtement ça aurait pu être compliqué, puisque dans les programmes il y avait quand même certaines différences entre le SPD et la CDU. Si on n'avait pas été dans un contexte international difficile, je pense que les négociations auraient pris beaucoup plus longtemps. Mais effectivement, la situation étant ce qu'elle est, il y a eu un sentiment d'urgence, et également le fait que quand même des choses ont été réglées même avant les négociations, notamment quand l'ancien Bundestag a fait passer la réforme du frein à l'endettement au niveau des dépenses militaires, également le paquet sur les infrastructures de 500 milliards. Donc il y a des choses qui sont allées quand même assez vite quand on regarde les divergences qu'il pouvait y avoir au départ. Peut-être c'est la méthode, parce que c'est assez intéressant pour les Français, je pense. Oui. Donc là, c'était une campagne assez confrontative, on va dire, entre les deux partis qui se retrouvent au gouvernement maintenant. Ils ne sont pas fait des cadeaux, et avec des propositions aussi très opposées sur la politique sociale, la politique d'immigration, économique aussi. On prend 16 groupes de travail, c'est très allemand, qui négocient les différents chapitres, les différents sujets,
Et dans chaque groupe de travail, on met un mélange savamment orchestré entre les spécialistes sur cette politique de chaque parti, plus une représentation qui couvre à peu près les différents courants de gauche et de droite dans chaque parti, plus un équilibre territorial, le sud, le nord, l'est, l'ouest. En tout, il y a 256 politiques acteurs qui négocient dans cet accord, en 16 chapitres. Et chaque petit groupe dans un chapitre envoie ensuite sa synthèse à un niveau intermédiaire, qui ensuite va trouver où il y a encore des conflits ou des débats, qui ensuite l'amène au niveau des chefs de parti qui doivent trouver les derniers arbitrages. Et ça fait que ces 256 types, ils ont fait un exercice de team building, de surmonter leurs différends avant même le début de l'exercice de gouverner ensemble. On les a confinés quelque part dans une salle de conférence assez immonde vers là. Ils ont habitué à travailler ensemble, loin des médias, loin du public. Ils ont dû trouver leur synthèse, et après c'est un peu la cuisine du Parti socialiste. Une fois que les émotions sont appelées, on cherche les synthèses et qu'on négocie. Et que c'est très peu visible, et à la fin, on sort donc avec cet accord de 184, c'est ça, pages, donc assez long, avec énormément de détails et de compromis qui n'auront plus aucune importance, puisqu'on ne pourra pas les réaliser. Et ça montre quand même que il y a de moins en moins de confiance aussi. Dans le passé, les 50, 60, de toute façon, 80, c'était une poignée de main entre les chefs de parti. Là, on a des trucs très détaillés et on peut s'y référer plus tard pour dire mais c'était dans l'accord de coalition. Et d'ailleurs, on ne l'appelle plus accord, mais traité de coalition, même s'il n'y a aucune valeur juridique dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus d'un modèle d'accord politique, on va dire, sur la ligne générale du gouvernement, pour se mégoter, comme on dirait en France, découper des bouts de mesure que chacun va pouvoir revendiquer comme lui appartenant. Un des éléments qui a beaucoup bougé, ou en tout cas beaucoup été commenté là-dedans, d'autant que la campagne à droite a été mouvementée là-dessus, c'est la question de la dette et du déficit, puisque l'Allemagne a dans sa constitution le fait qu'il y a 0,0 déficit, ce qu'ils appellent le Schwarz-Null, le zéro noir. C'est un sujet complexe avec le reste de l'Europe, parce que ça restreint la demande intérieure de l'Allemagne, à la fois en termes de consommation, mais aussi d'investissement et d'investissement public. Et dans le même temps, les Allemands ont des finances publiques d'une qualité qui ferait rêver un certain nombre d'autres États de l'Europe. Après, il y a peut-être des justes milieux à trouver. Cet accord-là, justement, commence à dire qu'il va falloir trouver des justes milieux dans le cadre d'un contexte international où la Russie est peut-être un problème, pour dire les choses simplement. Là-dessus, où est-ce qu'on arrive finalement dans ces découpages de 180 pages et des brouettes? Stéphane, peut-être, parce que de mémoire, tu en as fait la traduction en plus de ce texte, donc tu le connais. Voilà, donc vas-y Stéphane, je te donne la parole sur celle-là. Cette histoire de frein à l'endettement, c'est quelque chose de très allemand, et en même temps, depuis la réforme du pacte de stabilité au niveau européen, on avait convenu que ça allait être intégré dans toutes les constitutions, au moins donner une loi organique, aussi en France. C'est juste qu'en France, vous l'avez fait si intelligemment qu'on ne se rend pas compte, même qu'on pourrait demander que si ça n'accélère pas dans l'autre sens. Donc en Allemagne, ça avait quand même bien marché à l'époque de Schäuble,
pendant les années fastes, en quelque sorte, on a réussi à rembourser de la dette, à redescendre de cette dette énorme. Donc la preuve qu'on peut faire, quand les choses tournent bien, rembourser et assainir un peu les finances publiques. Mais globalement, la manière dont ça a été fait, et puis comme c'est montré comme une fétiche par la droite, ça fait que l'Allemagne souffre aujourd'hui d'un sous-investissement énorme sur les infrastructures publiques, de un, et que de deux, on n'arrive pas à dégager les moyens nécessaires pour permettre un peu les processus de transformation vers quelque chose de bas carbone ou industrie du savoir, moderne, innovation et tout ça. Tout le monde l'a dit, la droite a refusé net, les libéraux aussi, les libéraux ils ont été virés du Parlement. Merz, il a juré, craché qu'on pouvait très bien couper dans le budget actuel et qu'on avait trouvé des moyens pour relancer l'investissement allemand. Alors que tous les think tanks et les centres de recherche, de droite comme de gauche confondus, ont dit qu'il y a un besoin les instituts plus proches de la droite ont calculé 100 milliards pendant 4 ans, donc ça fait 400 milliards. À la gauche, on était plutôt sur 600 ou 750 milliards, des sommes énormes. Si vous venez en Allemagne et si vous voyagez cet été, vous savez qu'il faut éviter les autoroutes, même s'il n'y a pas de limitation de vitesse, vous ne dépassez pas les 120, 110 et la plupart du temps il y a bouchon. Il y a un certain nombre de ponts très importants qui relient Est-Ouest notamment, qui sont en train de s'écrouler, qu'on a dû fermer à la circulation. Donc renseignez-vous bien, hein, ils ont fuité, ils vont jusqu'en Allemagne maintenant. Et le train ne parlant pas, la SNCF, elle était très gentille. Il y a 7 sociétés de train autour de l'Allemagne et en Europe qui ont envoyé une lettre au nouveau ministre des Transports qui vont arrêter la coopération avec le train allemand puisque c'est tellement pas fiable, il y a tellement de retard, ils sont tellement occupés à récupérer leurs problèmes qu'on ne peut plus faire des lignes transfrontalières. Donc c'est un peu la honte quand même. En Suisse, par exemple, ils n'attendent plus les trains qui arrivent d'Allemagne, ils laissent partir leur propre train à l'heure et puis tant pis pour les Allemands qui arrivent du retard. Donc voilà, on a besoin de cet argent. Et en même temps, Merz, qui a donc accepté de changer, de modifier la Constitution, avec une majorité de 2/3, pour faire voter un fonds spécial en dehors du budget de 500 milliards pour l'investissement. Il sait aussi, il est assez bon parlementaire, qu'un pacte comme ça, ma foi, ça peut fluidifier les négociations de coalition. Même si maintenant on dit que ça sera utilisé uniquement pour l'innovation et pour des choses qu'on ne veut pas financer de toute façon, on sait très bien que les choses sont plus faciles s'il y a les moyens nécessaires. Oui, et puis l'innovation, elle a bien lieu quelque part sur un territoire où des gens sont élus. Ce que je trouve assez amusant quand même, et assez ironique sur le plan politique, c'est que pendant la dernière législature, on a eu le FDP qui se sont comportés quand même vraiment comme vraiment les pires au niveau du frein à l'endettement, au niveau de aucune concession, aucune réforme. Quand ils ont fait tomber, quand Lindner est parti du gouvernement Scholz, c'était lui aussi pour des questions de déficit. On se retrouve également avec la CDU qui avait quand même, en la personne de Friedrich Merz, il faut quand même le préciser, parce qu'on sait, mais pour les Français, les Français, les électeurs français qui ne font pas forcément pour les questions allemandes, Friedrich Merz, c'est quand même l'aile droite de la CDU. Donc, a priori, c'était pas quelqu'un qui était ouvert sur ces questions. Mais d'ailleurs, durant la campagne, il ne l'était pas. Et on se retrouve, par la force des choses, avec quand même la CDU qui cède sur, comme l'a dit Stéphane, hein, les infrastructures sont tellement en mauvais état, la croissance est à l'arrêt en partie à cause de ça, c'est devenu une nécessité absolue, même la droite l'a comprise, et donc on se retrouve avec un fonds spécial de 500 milliards qui a été décidé par la droite de la CDU et le SPD, pendant que le SPD, qui lui gouvernait avec le FDP, n'a absolument pas pu avancer sur ces questions, parce qu'à chaque fois, on avait le veto du FDP qui ne voulait absolument pas en entendre parler.
Et comme pour faire voter à la majorité des 2 tiers, puisque c'était une réforme constitutionnelle, il a fallu le soutien des Verts. Je crois que sur les 500 milliards, 100 milliards seront consacrés à des investissements au niveau environnemental. Donc, on se retrouve quand même dans une situation où on a l'impression de jouer un peu à front renversé entre la coalition précédente qui était dirigée par le SPD, mais où le FDP jouait sa carte à fond pour bloquer les choses, et là, donc, une grande coalition avec la CDU à la tête, et quelle CDU, puisque c'est Friedrich Merz, donc qui vient de la droite de la CDU. Donc effectivement, tout ça peut paraître difficile à comprendre. Et peut-être on peut rajouter, on va dans les détails, mais c'est très important, où on voit à nouveau cette fragilité de ce nouveau Parlement. Pour faire ce changement de la modification de la Constitution, on a donc dû réunir l'ancien Parlement encore. Après le jour des élections, l'ancien Parlement siège encore quelques semaines avant la Constitution du nouveau Parlement pour trouver la majorité de 2 tiers. Donc c'est évidemment en marge de toute légitimité politique de la jouer comme ça, puisque là, avec le nouveau Parlement, si on regarde les chiffres, il n'y aurait plus de majorité de 2 tiers des partis qui supportent le système en quelque sorte. C'est ça qui est assez grave. Donc, comme Sébastien l'a dit, c'était une large majorité qui englobait la gauche, la droite, les sociaux-démocrates, les Verts. Mais là, avec le poids de l'extrême droite maintenant, on était à peu près assuré de ne plus trouver une majorité pour changer la Constitution, une majorité de 2 tiers. Et donc, on a dû le faire avant la Constitution de ce nouveau Parlement, qui peut évidemment être vu comme une tâche déjà sur ce nouveau mandat. Les Verts ont très très bien négocié, ils ont compris tout l'avantage qu'ils pouvaient tirer, même dans l'opposition, de cette situation et de jouer le jeu. Ils auraient pu faire comme on a pu le voir un peu le débat en France avec l'extrême gauche et les filles, est-ce qu'on fait une opposition frontale? Ils auraient pu dire on n'a pas les voix nécessaires pour avoir les 2 tiers, et puis tant pis, on va voter ou quelque chose. À la place, ils ont négocié en poussant leur avantage face à la droite jusqu'au bout et en obtenant 100 milliards donc, pour ce fonds de transformation climatique, de l'argent qu'ils n'ont jamais obtenu quand ils étaient au pouvoir avec le FDP, comme tu as dit, Arthur et Sébastien, qui ont tout fait pour bloquer, pour faire foirer en quelque sorte le succès de cette coalition. Alors qu'il était au gouvernement, donc ils sont pour leurs frais, le FDP, ils ne sont pas revenus au Parlement, et les Verts, ils se retrouvent maintenant avec ce trésor de 100 milliards et la possibilité, à travers le système parlementaire, de participer aux décisions de comment on va utiliser cet argent. Et du coup, on se retrouve dans une situation assez amusante, qui est que effectivement, alors que dans le Parlement précédent, les Verts n'avaient rien obtenu non plus, là, ils participent pas, mais ils obtiennent. C'est quelque part, ils ont je dirais presque qu'ils ont signé l'accord de coalition, mais sans s'obliger eux à rien et sans être au gouvernement. C'est assez. C'est une manœuvre de leur part. Et ça montre aussi à quel point le FDP quand même a pourri la législature précédente. Voilà. Oui, et on peut aussi dire que tout le chapitre écologique, transformation climatique, ça n'intéresse pas beaucoup le nouveau chancelier et le SPD non plus, c'est pas ce qui le tient le plus à cœur. Donc, quelque sorte, c'était assez facile pour les Verts d'aller là-dedans et de tirer la couette un peu vers eux. Heureusement, parce que sinon on aurait complètement ça derrière. Très étonnant aussi, je trouve, d'un point de vue français, de voir comment tu peux être dans l'opposition et quand même jouer le jeu parlementaire et faire valoir tes intérêts face à un nouveau gouvernement qui allait se créer, qui ne s'intéressait pas beaucoup à la question écologique ou climatique. Moi, je dis que c'est un modèle que certains gouvernements pourraient regarder. Mais attends, un point encore, j'ai oublié ça, désolé. Il y a aussi 100 milliards
qu'on va donner aux régions pour donner aux communes. Ça aussi, c'est un débat français qu'au niveau local, commune, on a ce grand problème de financement des dépenses publiques. La même chose en Allemagne, face à la multitude des tâches qui reviennent maintenant au niveau local. Les communes sont surendettées, ne peuvent pas faire ce qu'on leur demande de faire, et encore moins se transformer vers l'avenir. Et là, avec ce moment constitutionnel, on se retrouve avec une très grande majorité, qui est même plus grande que les 2 tiers, la gauche, la droite, les écolos, les sociodémocrates, on a profité pour, avec 100 milliards, un peu remédier aux plus urgents au niveau communal aussi. Alors du coup, on a eu des élections. Il y a une majorité qui n'est pas flambante, mais qui est majoritaire. Il y a un accord de coalition. Tout le monde est d'accord sur le nom de Friedrich Merz. Ça roule. On va au Parlement, et puis comme tous les chanceliers avant, c'est une formalité. Oui, c'est difficile à dire, je ne sais pas si Stéphane a vraiment des éléments de réponse avec certitude, mais c'est difficile de vraiment dire ce qui s'est passé, puisqu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Est-ce que ce sont des frondeurs du SPD? Est-ce que, à contrario, et je pencherais plutôt pour cette voie, ça vient plutôt de la CSU qui peut-être n'a pas forcément digéré, puisque la CSU est beaucoup plus stricte sur les questions budgétaires, et peut-être qu'elle n'a pas digéré certains aspects, certains points de ce qui s'est passé, ou avec elle, puisqu'on sait que Söder a un discours très, très anti-écolo quand même, ou alors des frustrations peut-être simplement humaines de personnes qui pensaient devenir ministres et qui ne le sont pas devenus. C'est assez difficile à dire, en tout cas c'est quand même très inédit. Heureusement ça s'est réglé assez rapidement. On a réussi à avoir un deuxième vote dans la journée. S'il avait fallu attendre, le maire aurait vraiment été affaibli et on aurait pu craindre le pire en fait. Donc ça s'est réglé quand même relativement rapidement, mais c'est quand même une alerte. Et on peut penser quand même que les 4 prochaines années se joueront sur le fil, parce que la majorité est petite, et il suffirait de quelques frondeurs d'un côté ou de l'autre pour mettre vraiment en péril cette coalition, sachant que si elle se passe avant le terme de la législature, malheureusement le risque c'est que l'AfD arrive en tête, puisque l'AfD est déjà invitée avec la CDU dans les sondages. Donc, oui. Il y a peu d'intérêt pour les 2 partis au gouvernement si possible, de tenir toute les législatures. Et franchement, ce premier épisode n'occupe pas forcément de quelque chose de positif sur la durée. Ouais, c'est vrai que comme c'était un vote à bulletin secret, c'est difficile de savoir qui a voté quoi. Tout le monde suppute. On n'est plus, enfin, il y a quelques jours qui sont passés. Peut-être que les langues se sont un peu déliées ou pas. Stéphane, est-ce qu'on a un peu une idée maintenant de pourquoi il n'a pas réussi à réunir sa majorité Non, en fait, il y a beaucoup de spéculations, évidemment, mais clairement, il y a cette envie de tourner la page, de l'avant des premiers concernés, de la majorité, c'est très clair. Je pense qu'en interne, on cherche, comme Sébastien, je pense que ça vient des 2 côtés, en fait. Autant Merz, on dit, mais c'est pas sûr si c'est le cas. Il y a eu ceux qui l'ont déçu, puisqu'il a tout de suite accordé ce fonds spécial de 500 milliards. Je vais cracher, on va maintenir le frein à l'endettement, non. Donc ça lui a été reproché par les droites, évidemment. Il y en a peut-être qui rêvent d'une coalition ou au moins d'une coopération avec l'extrême droite et qui ne souhaitaient pas entrer dans cette coalition. Moi, je pense qu'il y a plutôt derrière, il aurait fallu plus téléphoner avec les présidents des régions, les ministres présidents, avec les différents courants du parti qui veulent tous être représentés et qui ne le sont peut-être pas. Et de même, à gauche, Lars Klingbeil, qui est vice-chancelier maintenant, ministre des Finances, il a réussi l'exploit d'avoir beaucoup plus de choses que ces 16% et quelques auraient pu laisser présager.
Mais lui aussi, il en a profité pour faire le ménage, pour ne pas considérer tous ceux en interne qui sont contre lui. Donc, ça vient, à mon avis, des deux côtés. Un peu, comme la majorité n'est pas très grande, normalement, c'est des situations avec soit où c'est des votes très, très disciplinés. On voulait tenter, on ne se connaît pas bien, pas encore bien, on n'a pas fait des négociations autour de la machine à café, je ne sais pas où, et donc on était surprise. Mais derrière ça, ça souligne mon point que derrière cette stabilité apparente, il y a une instabilité, un changement de fond, et qu'il n'y a rien qui nous dit que ça va durer 4 ans et qu'ils vont gouverner comme à l'époque de Helmut Kohl ou de Willy Brandt. Oui, parce que finalement, il y a toujours des effets de turbulence sur les bords, mais quand, entre guillemets, il n'y a pas de bord, parce qu'on est... je sais plus quelle est la taille de la majorité, mais c'est quoi, ils ont 10 ou 20 voix d'avance, c'est ça? 12 voix de majorité. 12 voix de majorité. Faut pas que quelqu'un soit malade le jour du vote. Hein. C'est relativement peu. Et il me semble que les Verts ont... Je peux me tromper, mais j'ai cru voir que les Verts avaient tiré leur épingle du jeu une deuxième fois, puisque pour pouvoir revoter dans la même journée et que ce soit pas... j'allais dire que ce ne soit pas une humiliation internationale pour Friedrich Merz, que ça ne devienne pas une crise internationale, puisqu'une humiliation, il fallait procéduralement une majorité un petit peu plus large que seuls les Verts pouvaient leur accorder, et que là aussi les Verts ont été augustes et magnanimes. Les Verts et Die Linke. Les Verts et Die Linke, oui c'est vrai, Die Linke aussi. On avait besoin de changer la procédure. Il faut imaginer Jean-Luc Mélenchon. Il faut imaginer Jean-Luc Mélenchon empêchant un gouvernement macroniste socialiste de tomber. C'est d'autres mœurs, on va dire. C'est pas exactement ce qu'on verrait en France. L'argument qui a fonctionné, c'est quelque chose qu'on trouve aussi en France. Quand on fait appel à l'extrême gauche, on va dire voilà, pas la responsabilité. L'extrême droite, parfois ils ont joué le jeu. Oui, c'est ce qu'on appellerait... Là, c'est la même chose pour un arc républicain qui fait des barrages et tout ça, pour éviter que l'extrême droite, qui se gossait déjà de tout ça et qui appelait déjà à de nouvelles élections, puisse davantage profiter. Et évidemment aussi, on a fait notre pause là pendant 3 mois, même un peu plus. Et les sujets qu'il faut décider, pour peut-être qu'on s'intéresse à ça. D'accord. Ouais. Pas non plus intérêt à ce que la législature soit poursuive et même tuée dans l'œuf, sachant qu'ils ont obtenu plutôt un bon résultat. Et eux aussi, certainement pas voir l'FD arriver en tête dans le cas de nouvelles élections. Donc je pense que ça les a aidés à être raisonnables. C'est possible. C'est possible, et puis le fait qu'ils aient connu, parce que c'est pas si vieux là, c'est la scission de leur côté, le fait qu'ils aient connu une scission fait aussi que, comment dire, on peut imaginer que chez eux il y a eu un ménage de fait entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, et que ceux qui sont restés ne sont plus tout à fait Die Linke qu'on connaissait il y a 10 ans. Il y a toujours une aile plus pragmatique au sein des Linke de toute façon, mais paradoxalement des Linke plutôt à l'est. Donc, oui. Oui, parce que potentiellement, parce que tu me diras Stéphane si je me trompe, mais mon opinion c'est que Die Linke à l'est c'était... Il y avait un petit côté repackaging du Parti communiste quand même, alors qu'à l'ouest c'était une scission du SPD. Et que c'est exactement comme avec Jean-Luc Mélenchon, ceux qui sont partis du SPD, ils n'aimaient pas le SPD, alors qu'à l'Est... On a parlé de communistes, de Linke, de PCF... alors qu'à l'Est, c'était une autre histoire. Est-ce que c'est complètement à côté de la plaque comme manière de voir les choses ou... Non, c'est tout à fait ça. Tu peux rajouter que les communistes à l'Est, on peut penser ce qu'on veut, mais c'était un parti de cartes très professionnel, et il l'est toujours. Donc ils suivent. C'est des apparatchiks et ceux qui restent maintenant. Mais
tu l'as dit un truc, ça fonctionne, alors que les électrons libres qui ont quitté les socialistes allemands, enfin de l'Allemagne de l'Ouest, les sociodémocrates, puisqu'ils trouvaient ça trop à droite, ou trop libéral ou autre chose, euh, la discipline du parti Ouais, c'est moins ça. n'est pas toujours assurée, on va dire comme ça. Hein. Dans mon souvenir, Mélenchon, pour fermer ce chapitre, Mélenchon s'était pas mal référé à Oscar Lafontaine au moment Oui. de sa. Ouais, ce qui est un gag parce que les historiques sont pas quand même exactement les mêmes. Hein. La Fontaine, c'est quand même plutôt un keynésien, alors que Mélenchon, voilà, pour ceux qui aiment, il venait de l'OCI. Donc Rapport à Mélenchon, voilà. c'était pas toujours été minoritaire. Oscar Lafontaine, c'était quand même un candidat qu'on pense de lui. Bah, C'était un. il avait été ministre des Finances. Il y a même un super ministre pour l'Allemagne, Finance et Économie, et qui avait cette idée qu'il allait comparer avec les Strauss-Kahniens, mais il n'a jamais eu Strauss-Kahn. Voilà. C'est comme si Dominique Strauss-Kahn était parti fonder une scission de gauche du Parti socialiste français. Bon. L'Allemagne fonctionne différemment de chez nous. Et du coup, pour entamer la dernière partie, je pense, de l'échange, tout ça, ça veut dire quoi pour le reste de l'Europe? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On sait qu'on a quand même, on l'a vu, quelque chose de fragile. On l'a vu au moment de l'absence de validation de Friedrich Merz. On a vu que on a quelque chose de très pragmatique puisque la plupart la campagne s'était faite sur le fait qu'on n'allait pas déroger au frein à l'endettement et qu'en fait le premier acte de gouvernement avant même que le nouveau parlement soit réuni, puisque c'est avec l'ancien, c'est de desserrer le frein. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Ça dépend de la stabilité. De toute façon, tu l'as dit déjà dans le prémisse de la question. Au niveau européen, aussi bien à Bruxelles que chez les chefs d'État étrangers, on a l'impression que le gouvernement comme qui a accueilli. Je pense que la configuration de CDU-SPD était la configuration préférée si on avait interrogé aussi bien Emmanuel Macron que Ursula von der Leyen que Donald Tusk. J'allais dire Donald Trump. Je pense que oui, voilà, à ce niveau-là, les premiers pas sur le plan diplomatique ont été quand même, on a vu Merz pas mal. Là, je crois qu'il était en Lituanie aujourd'hui pour parler des troupes allemandes qui vont stationner en Lituanie. Je pense que c'est les débuts diplomatiques du nouveau gouvernement sont plutôt réussis. Après, voilà, c'est combien de temps ça va tenir. On a un gouvernement relativement pragmatique. Est-ce qu'il va être élastique au point de. Comme, on en revient au problème initial. Si ce gouvernement tient 4 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, bien sûr. Ouais. Il y a peut-être deux éléments qu'on peut voir. D'un côté, il y a, par rapport au précédent gouvernement, un glissement vers une plus grande affirmation du rôle des États membres au sein de la politique européenne. Dans l'accord de coalition de 2021, donc de Scholz avec les Verts et les libéraux, on mettait l'accent sur la méthode communautaire, donc le Bruxelles, et on parlait même d'un État fédéral européen. Donc assez allemand aussi traditionnellement. Là, tout l'accent est mis sur l'action du gouvernement, par nécessité, puisqu'il y a des grands sujets qui ne peuvent pas se traiter à Bruxelles, puisqu'on n'a pas les moyens, mais aussi par choix. Et la bonne, pour moi, la bonne information derrière, c'est que le premier gouvernement à qui il pense, c'est la France. Donc c'est le franco-allemand qui revient. Pas comme on peut le voir parfois avec ce côté romantique, la franco-allemand et tout ça, et que maintenant il n'y a plus personne qui croit et tout ça, mais puisqu'ils réadmettent, et l'Allemagne a mis quelques années à ne pas trop le dire, que la France et l'Allemagne, ensemble, ont la capacité de bloquer l'Europe. Comme on est d'accord sur à peu près rien, on est très différents, Arthur l'a déjà dit,
Les deux, quand ils ne travaillent pas ensemble, l'Europe est paralysée. Et c'est de là que vient ce rôle du moteur franco-allemand, la nécessité de coopérer, puisque uniquement quand on trouve des compromis entre les deux plus grands, cela permet à l'Europe tout ensemble ensuite d'avancer. Donc tu peux prendre l'énergie, tu peux prendre le commerce international, tu peux prendre la défense avec la question de l'OTAN. Tout ça, c'est des sujets où, pendant ces dernières années, on s'est bloqué mutuellement. Si tu veux fâcher un ingénieur français, tu parles du sortie du nucléaire. Si tu veux froisser les colo allemands, ben, tu parles du nucléaire français, justement. Euh, alors que la question, elle n'est pas là. L'Allemagne n'a jamais acheté autant d'électricité nucléaire en France que l'année dernière, puisqu'on en a besoin pour soutenir notre production avec des renouvelables. Il y a une interdépendance, on est dépendant mutuellement. Et ça va aussi dans l'autre sens, que la France, elle achète de l'énergie produite par des renouvelables, avec le soleil en été, quand les rivières qui refroidissent les centrales nucléaires en été sont trop chaudes pour refroidir. Et donc, on est dans une situation d'interdépendance. On peut penser ce qu'on veut du renouvelable ou du nucléaire, on a besoin l'un de l'autre. Et donc, ce qu'on devrait faire, c'est de s'occuper de ce qui est entre nous, l'infrastructure, comment l'électricité va de A à B, de France en Allemagne ou l'inverse. Et avec quels éléments on va organiser, régler ce marché de l'électricité. Et donc, c'est ça qu'on n'a pas fait dans le passé. À la place, on s'est mutuellement bloqué avec au nucléaire, anti-nucléaire. Euh, et là, l'accent revient, dans un premier temps, on réadmet cet état de choses, que l'Allemagne et la France, ils ont besoin de coopérer, parce qu'on est les meilleurs amis du monde, mais puisqu'on se bloque mutuellement et on a tendance à bloquer toute l'Europe. Donc ça, c'est bien de le réadmettre. L'Allemagne a mis quelques années à penser, bon, la France, c'est moins important que dans le passé. Et là encore, on trouve un truc qu'on va beaucoup faire à trois avec les Polonais, Weimar et tout ça. Mais on réadmet beaucoup plus fort que, encore à l'époque d'Angela Merkel aussi, que le tandem franco-allemand, la coopération franco-allemande, c'est toujours cette colonne vertébrale autour de laquelle l'Europe est structurée. Et surtout puisque c'est le conflit principal au fait en Europe. Et tu es du côté allemand ou du côté français, mais autour du même conflit. Oui. Ça, Et c'est parce donc que là, les c'est une Anglais bonne sont chose partis. qu'on va recommencer à coopérer. Ouais, c'est parce que les Anglais sont partis, ça. Euh, Parler des Italiens qui sont un peu avec Meloni, enfin, je vais dire un peu, enfin, quelqu'un sur qui on peut moins compter, moins compétir. Ça dépend des programmes, je dirais. Ils sont pas vraiment moteurs, ils vont là où ça les intéresse. On craignait que ce soit un genre d'Orban. Ils sont plus fins que ça dans la manière dont ils se positionnent. Genre, effectivement. Ok. Bah, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez rajouter ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir? Un aspect peut-être encore où je les Ouais. attendais un peu au retour et puis j'ai quand même comme un doute sur leur soi-disant politique pro-européenne et l'Allemagne de retour en Europe et tout ça. On a fait donc cette grande exception au fond à l'endettement au niveau national avec Mm. ce compte Oui. emprunt, 500 milliards. Pour la défense, on ne sait même plus combien on va emprunter, certainement à peu près la même chose. À la place, on a dit le budget de la défense, il compterait que pour 1% dans le budget et tout le reste au-delà, il ne comptera pas dans le frein à l'endettement, donc on peut emprunter comme on veut. Donc énormément, énormément d'argent. Au lieu de faire un instrument européen, des emprunts, des eurobonds, des defense bonds ou quelque chose, on a encore une fois joué la carte nationale avec deux problèmes que je vois venir. Peut-être je me trompe, je l'espère, mais je ne sais pas. Si l'Allemagne place tout cet argent, c'est quand même énormément, énormément, énormément beaucoup d'argent. 500 milliards plus 400 milliards, donc c'est Mm. vraiment beaucoup, beaucoup, même sur 12 ans. Pour l'instant, l'Allemagne, elle a encore la capacité de se financer à cette hauteur-là sur les marchés euh, financiers, mais on paye déjà une augmentation sur les taux d'intérêt. L'Allemagne, qui avait encore il n'y a pas si longtemps un taux d'intérêt négatif.
Et Oui. alors par ricochet, les autres aussi, mais encore plus. Mm. Qui a encore envie d'acheter de la dette italienne et française si on peut avoir de l'allemande à 900 milliards? Mm. Donc il faudrait payer un taux d'intérêt beaucoup plus élevé sur la dette française et italienne. Et alors, si ça nous amène dans une nouvelle crise d'endettement d'euros comme on a connu 2008, 2009, 2012, euh, est-ce que là, l'Allemagne, elle aura encore la capacité et la force de solidifier, sauver un peu les copains européens? Là, on peut avoir un doute. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Et de l'autre côté, cette absence continue à pouvoir raisonner en européen en disant, on trouve, comme pour le fonds Corona, post-Corona, des instruments intelligemment construits qui permettent de s'endetter en tant qu'Européens avec une capacité de frappe européenne sans que chacun soit obligé de garantir la dette de tout le monde. Ce serait d'autant plus Corona, intéressant. Ce serait d'autant plus ouais. intéressant que ce qui fait un peu peur aussi, il y a le versant dette, mais il y a le versant dépense. La partie de ça qui va être dépensée sur le militaire, euh, il y a pour des raisons politiques une partie qui va encore être du Made in USA, enfin pour deux raisons, une partie politique et puis une partie qui est que ce sont les armes qui ont été, c'est la génération d'armes qui a été développée et qui sont disponibles. Donc comme il faut acheter maintenant, voilà. Euh, mais c'est évidemment quelque chose qui va aller très fortement dans le secteur de la défense allemand. Aujourd'hui, on sait très bien que c'était déjà le cas avant, mais les coopérations industrielles, y compris dans le secteur de la défense, sont aujourd'hui extrêmement importantes, que quasiment plus personne ne travaille tout seul dans son coin, et qu'il y a une vraie crainte des pays autour à devoir négocier des coopérations industrielles avec un appareil industriel allemand qui serait surboosté par rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on a commencé la commission, enfin on a commencé l'aventure européenne avec l'Institut franco-allemand, mais on l'a commencé avec l'acier et le charbon, c'est-à-dire les prémices de l'industrie de l'armement, les bases de l'industrie de l'armement. On a un vrai problème. Je ne sais pas s'il faut parler de communautarisation de l'industrie de l'armement européenne, mais on a un vrai problème, je pense, politique de risque que l'Allemagne ne devienne dominant dans le secteur de l'armement complètement en Europe sans le filtre européen qui neutraliserait politiquement la chose. Et paradoxalement, le salut pourrait venir de la défense, le Mm. salut pour l'Europe, puisque c'est un secteur où l'Allemagne, malgré ce qu'on peut penser, reste faible. On a quelques Oui. atouts, mais c'est pas là qu'il y a le pôle d'industrie allemande, et c'est pas là où il pourrait être dans 3 ou 5 ans. On a besoin de l'armement maintenant. Jusque-là, on l'a acheté aux États-Unis, notamment, les Allemands. Donc, on donne un petit complexe militaro-industriel français. Là, on va plus l'acheter aux États-Unis. Et comme dans le passé, quand on a eu les grandes avancées européennes, ça peut venir d'une situation de faiblesse au niveau Mm. national, hein. Puisque tu as mentionné l'acier et le charbon, c'était pas au sommet de sa gloire que la France elle a proposé Oui. cette solution, c'est puisqu'on ne savait plus quoi faire avec la roue. Les copains, les Britanniques, les Américains, ils disaient laissez les produits, on va s'en aller, ils peuvent subventionner tout seuls. La France ne voulait pas, il fallait autre chose. Et c'est là où on l'a trouvé. Même De Gaulle, quand il a fait sa réconciliation avec l'Allemagne, c'était pas puisqu'il était en haut de sa gloire, c'est puisqu'il avait échoué à faire une Europe alternative avec les plans Fouché, intergouvernemental et tout ça. Mm. Les autres n'ont pas voulu, il avait échec total et il a du coup proposé cette solution-là à l'Allemagne et au vieux chancelier Adenauer. Donc souvent ces avancées-là, c'est le fruit d'une situation perçue ou complotée au niveau national. Quand les acteurs politiques ils voient vraiment qu'ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas de majorité nécessaire, il y a une instabilité, comme dans la quatrième République, là peut-être en Angleterre, et il y a quand même un besoin urgent d'apporter des solutions. C'est un peu raisonné à l'envers, mais
pas tout à fait exclu que ça joue dans le sens d'une poussée pour plus d'Europe. C'est possible. C'est tout à fait possible. On parle de l'Europe par les crises, mais en fait, c'est l'Europe par les faiblesses. C'est une assez bonne. Finalement, on mutualise nos faiblesses plus que nos forces. Oui, mais historiquement, en fait, c'est très rare qu'un État fort dise bon, on va partager. C'est plus compliqué, Ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette petite causerie autour de l'Allemagne et des élections allemandes. Donc, ça nous dit que l'Allemagne est de retour en Europe, qu'elle est de retour financièrement, qu'elle est de retour militairement, qu'elle est de retour diplomatiquement, puisqu'elle s'était un peu assoupie sur la diplomatie à travers la Commission, on va dire. Et qu'en même temps, c'est un retour fragile. Mais quand on regarde les différents États, qui n'est pas fragile aujourd'hui, et donc on va construire l'Europe par la fragilité. Je trouve ça un très bon concept. Voilà.